Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice. On va avoir ici à travailler sur la sélection de matériaux dans le cadre de traduction de cahier des charges. Donc ça fait suite aux vidéos de cours que vous avez dans la playlist cours de la chaîne SDMGMP. Donc vous aurez plusieurs vidéos d'exercice sur la sélection des matériaux et procédés. Et nous ici on va travailler notamment sur les aspects matériaux. Donc comme dans les autres exercices, donc dans les autres vidéos de TD, on va d'abord voir ensemble le texte de l'exercice. Ensuite, vous aurez ici un petit bouton pause qui va apparaître, vous indiquant que vous pouvez mettre la vidéo en pause, histoire de réfléchir sur le texte et voir un petit peu comment vous pourriez proposer une correction à cet exercice. Et naturellement, je vous donnerai la correction, du moins une des corrections possibles ici, concernant donc la traduction du cahier des charges qui va vous être proposé ici. Alors imaginez que vous travaillez dans une société qui fabrique par exemple des boîtiers de CD et vous avez un retour du service client qui vous dit voilà, les clients appellent parce que le matériau qui est utilisé dans nos boîtiers, donc qui est du polystyrène, craque et fissure assez facilement. Donc là, on est face à un problème de retour client, donc c'est-à-dire que la conception a eu un souci, et donc on est face à ce qu'on appelle une reconception produit, ici dans une vision matériau. Donc on va chercher à trouver un matériau qui peut remplacer ce polystyrène parce qu'il fissure. Donc c'est un petit peu la question qui se pose là, c'est comment remplacer ce polystyrène en respectant bien sûr le cahier des charges initial, donc en termes de fonctions et procédés, c'est-à-dire on veut changer là-dedans que le matériau car il ne répond pas à une tenue ici à la fissure. Ensuite, d'un point de vue économique, la société va vous demander de remplacer ce matériau par un autre, mais sans pour autant trop augmenter le prix du matériau, sinon il y aura un risque d'impact sur le prix du boîtier CD qui est ici, et peut-être que le client n'achèterait plus à cause de ce surcoût. Donc, je vous laisse raisonner autour de cet exercice, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de voir un petit peu comment vous pourriez réfléchir sur cette approche, en sachant naturellement que vous devez mettre en place la démarche qui a été vue dans les différentes vidéos, dans la partie playlist de cours bien sûr de la chaîne SDMGMP. Allez, appuyez sur le bouton pause et on se retrouve pour la correction. Alors, pour effectuer la correction, la première chose à faire, c'est de mettre en place la démarche de traduction, donc en termes de fonctions, contraintes, objectifs et variables libres, voir ensuite s'il se dégage des indices de performance qui pourraient peut-être nous aider à optimiser le choix matériaux, et ensuite on devrait effectuer via différents outils de sélection la sélection des matériaux qui pourraient être potentiellement candidats et peut-être sortir des optimums d'un point de vue choix, donc pour répondre ici à cette reconception. Donc, première chose, on va regarder les fonctions. Donc, on va avoir ici, je dirais, deux fonctions. On voit que le boîtier permet de contenir et de protéger le CD ici à ce niveau-là. Donc, c'est le genre de première fonction qu'on pourra avoir. Je dirais même c'est peut-être la fonction primaire ici. Et il y aurait quand même une fonction importante, même si elle pourrait être secondaire. Ça serait de pouvoir voir au travers, donc la jaquette qui est ici, qui va nous donner le nom de l'artiste, pourquoi pas les chansons, etc. Donc, les informations que l'utilisateur pourra avoir besoin. Et donc on doit conserver ici la vision de cette jaquette. Donc deuxième chose, on met en place les contraintes. Je vous rappelle, c'est ce qui est imposé par le cahier des charges. Alors c'est vrai qu'il était un petit peu pauvre ce cahier des charges. Donc si je reviens un petit peu en arrière ici, on vous dit que le matériau il fissure. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Et on vous demande de remplacer en respectant les fonctions dont on vient de parler ici, et également les procédés. Donc la notion de fissuration, ça va faire appel à la tenue à la fissure, et ça c'est plutôt la ténacité. Donc on a ici un problème de ténacité, de façon évidente. Et on a également un problème ici de propriété optique, parce qu'il faut voir la jaquette. Donc il va falloir qu'on regarde la ténacité, donc une propriété mécanique, et puis des propriétés ici optiques, qui seraient celles du polystyrène. Il faudrait déjà être meilleur d'un point de vue mécanique, mais au minimum conserver les propriétés optiques ici du polystyrène. Donc c'est déjà le genre de choses qu'on doit mettre en évidence dans les contraintes. Donc on doit avoir une ténacité supérieure à celle du PS et des propriétés optiques par contre identiques à minima par rapport à celle du PS. Ici on ne cherche qu'à remplacer le matériau, donc on ne modifie ni la forme et le procédé, donc forme et procédé deviennent contraintes ici pour ce cas d'étude. Donc si on regarde le polystyrène maintenant, on sait que c'est du thermoplastique, donc le procédé certainement est lié à la mise en œuvre de thermoplastique, et quand on regarde la forme du boîtier qui est ici, ça ressemble quand même à du moulage. Donc on pourrait également se dire, je vais imposer au niveau du choix de mes matériaux que je travaille sur du thermoplastique et notamment dans un procédé de moulage de ces thermoplastiques.
En termes d'objectifs, on nous demande d'avoir quand même un coût mini. Et en termes de variables libres, vu que la forme et le procédé sont imposés, il ne reste plus que le matériau. Maintenant qu'on a fini la traduction du cahier des charges, on peut se poser la question de savoir s'il y a un indice de performance qui pourrait nous aider. Alors on n'a pas d'équation qui va sortir ici des contraintes, si ce n'est le fait de dire que la ténacité doit être maximisée, puisqu'on doit être supérieur à celle du polystyrène. Donc déjà ça nous donne un indice de performance. Et ensuite en termes d'objectif, on nous demande de minimiser le coût. Donc on est également sur un besoin de performance ici. Je maximise d'un côté et je minimise de l'autre. Et bien si je faisais ténacité que divise le coût, j'aurais bien un critère d'optimisation par maximisation, puisque si la ténacité est max et le coût est mini, j'ai bien un critère maximal. Donc je pourrais m'amuser à regarder ténacité que divise le coût. Attention par contre ici, on travaille à volume constant, donc le coût doit être travaillé avec le volume, donc on doit raisonner sur un coût volumique, donc un coût unitaire de pièce. Donc maintenant qu'on a fini cette première démarche, il va falloir passer à la réalisation de la sélection. Donc pour ça, on utiliserait des divers outils, des outils ABAC, des livres ou des consultations de bases de données sur Internet ou sur logiciel. Et nous, comme on a pu le voir dans les vidéos de cours, on utilise le logiciel CES. Donc on va directement mettre en place cette démarche. Donc première chose à faire, c'est d'aller regarder la fiche du polystyrène, donc on va aller chercher dans les thermoplastiques le polystyrène pour prendre référence quand même des valeurs associées à ce matériau. On a vu qu'on avait besoin d'une ténacité supérieure au polystyrène, donc on voit que la borne sup est un 1.1 mégapascal mais 1,5, donc il faut qu'on soit supérieur à cette valeur. Et on a dit également que les propriétés optiques étaient intéressantes à regarder, puisqu'il fallait conserver bien sûr la vision de la jaquette. Et là, on précise que le polystyrène est de qualité optique, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un verre, donc là on est sur un verre organique, on a une qualité d'image quasi parfaite, et on a également des informations sur l'indice de réfraction ici qui pourrait peut-être nous permettre d'affiner les résultats si nécessaire. On va donc ici commencer par une arborescence au niveau des procédés. On a dit que on sentait quand même que c'était du moulage des thermoplastiques, donc on va brider ici le procédé. Donc on va avoir déjà disparition de pas mal de résultats. On a dit également qu'on travaillait sur des matériaux de type thermoplastique. Donc je vais venir ici brider le monde des matériaux thermoplastiques. Donc j'ai encore d'autres résultats qui disparaissent. Et naturellement, je vais venir ici imposer les valeurs seuil on vient de parler à l'instant. Donc on veut un matériau avec une ténacité supérieure à 1.1 mégapascal mètre 1,5 et on veut également des propriétés optiques de qualité optique à ce niveau-là. L'indice de réfraction, on ne va pas l'imposer, on va voir si on peut l'utiliser tout à l'heure, mais on a vu qu'il y avait des valeurs peut-être intéressantes à ce niveau-là. Donc j'applique ici les résultats de la démarche en limite et il ne me reste plus que 4 potentiels ici thermoplastiques. Alors on a dit qu'on voulait maximiser la ténacité, minimiser le coût volumique, et qu'on voulait dans ce cas-là maximiser le rapport ténacité sur prix volumique. Donc on peut faire un graphique. En ordonnée, on va les mettre la ténacité, et en abscisse, on va les mettre le prix volumique. Donc pour ça, on va utiliser le prix massique fois la masse volumique, donc ça c'est montré dans une des vidéos de cours, et on va obtenir comme ça le graphique où on a nos 4 résultats qui restent en couleur, les autres sont grisés parce qu'ils n'ont pas passé les critères qui sont ici, donc je vais enlever ce qui n'a pas passé les critères, zoomer pour voir d'un tout petit peu plus près ce dont on est en train de parler, donc je vais prendre ici le polystyrène, donc c'est notre matériau de référence, je vois le polyméthylmétacrylate qui est ici, ici on a le polycarbonate et ici le polycellulosique. Donc si on regarde un petit peu les variations à ce niveau-là, au niveau de la ténacité, on voit bien que le polystyrène qui est notre référence, donc avec la borne haute ici, qui doit être dépassé par nos candidats, le PMMA est légèrement au-dessus, on monte jusqu'à 1.6, bon, on est au-dessus dans les grades les plus hauts, mais pas très très loin quand même. Le polymère cellulosique ici est en deuxième position, on va dire. Donc il commence à la borne maxi du polystyrène et puis il est 2 fois plus tenace. Et si on prend le polycarbonate, ici on est déjà dans la partie la plus basse 2 fois meilleur par rapport au PS, jusqu'à 4 fois meilleur dans la borne la plus haute au niveau des grades qui sont ici. Si on regarde maintenant les prix, on voit bien sûr que le polystyrène a été sélectionné certainement parce que c'était le moins cher des moins chers. Ici, le polymère cellulosique d'un point de vue coût volumique nous donne un coût qui est quand même on va dire un rapport 4 à 6 fois supérieur ou 5 fois supérieur à celle du polystyrène. Donc on a un coût qui est très élevé par rapport à une qualité qui n'est pas fatalement phénoménale.
par rapport à celle du PC, attention. Si je prends justement le PC, on a un surcoût de l'ordre de 3 à 3,5. Et si je prends le PMMA, qui est légèrement supérieur au polystyrène dans sa ténacité, a un surcoût qui est autour de 3 plutôt, donc légèrement en dessous du polycarbonate. Par contre, ici, quand même, on peut se poser la question qu'on a un surcoût, certes par rapport à celui-ci, mais l'évolution en termes de surcoût n'est pas forte par rapport à la surqualité obtenue, puisque c'est quand même le meilleur candidat d'un point de vue ténacité. Donc cette petite discussion nous permet comme ça de comparer ces matériaux. Alors on aurait pu éviter la discussion, c'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas s'intéresser à ces différences entre matériaux et utiliser directement la technique des indices de performance. Donc on a dit qu'on regardait la ténacité divisée par la masse volumique fois le prix, ici qui nous donne le prix volumique. Et donc ça, on peut en déduire directement en logarisant, donc ça je vous invite à aller voir le cours qui parle de ça, une droite de pente 1, donc ici j'aurais pu dessiner une droite de pente 1, et je cherche à maximiser le critère, donc je vais prendre toutes les valeurs qui sont au-dessus, et donc je vois que si je me positionne avec cette droite, donc bien sûr tout en bas je sélectionne ce qui est au-dessus. Le PMMA et le polycellulosique sont à peu près sur une isovaleur, ils sont même sur une isovaleur ici, et si je continue à monter, je vois que le PS, son isovaleur, tombe sur le polycarbonate. Donc là je me posais même pas de question, le meilleur compromis en ténacité masse volumique, c'est le polycarbonate en remplacement du polystyrène. Donc cette méthode est beaucoup plus rapide, par contre elle évite la discussion autour des matériaux. Alors quand on connaît les matériaux, il n'y a pas de problème, on y va, on utilise cette méthode. Quand on ne connaît pas trop les matériaux, c'est intéressant de se poser la question, de regarder l'évolution du coût, et puis des propriétés, ce qui permet quand même au fur et à mesure d'apprendre un petit peu ces propriétés et puis de les avoir dans la tête. Donc là, ici, bien sûr, la droite de sélection est beaucoup plus rapide. Alors, soyons curieux jusqu'au bout, on va regarder quand même si le polycarbonate d'un point de vue optique correspond vraiment bien au polystyrène. Donc pour ça, on va utiliser la partie, donc on va se remettre sur un graphique ténacité, mais cette fois-ci indice de réfraction. On a vu qu'il était de qualité optique, donc ça, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, c'est pas là que je voulais cliquer, c'était ici. Donc on va reprendre les parties optiques et on va prendre cette fois-ci l'indice de réfraction. Et on va regarder, alors je vais juste revenir là et baisser pour reprendre nos 4 candidats, histoire qu'ils apparaissent sur ce graphique-là. Voilà. Donc je vais rezoomer ici. Voilà. Donc ici, on a notre polycellulosique, ici on a notre PMMA, ici on a notre polycarbonate et là notre PS. Et qu'est-ce qu'on voit? Le PS est ici dans son intervalle d'indice de réfraction et l'intervalle d'indice de réfraction du polystyrène nous donne directement l'intervalle de réfraction de la borne la plus haute ici du grade du polycarbonate. Donc si on veut avoir un matériau meilleur d'un point de vue ténacité, pas trop cher, mais en plus qui répondent correctement aux qualités optiques et aux propriétés optiques du polystyrène, le polycarbonate s'impose sans problème. Alors dans ce second exercice, on va s'intéresser à trouver un matériau afin de réaliser un tableau électrique. Donc ici, la photo nous indique plutôt la forme vers laquelle on doit aller. Donc imaginons que ce soit un prototype par exemple. Donc la forme serait imposée et le client avec qui vous allez pouvoir discuter vous donne quelques informations. Par exemple que la pièce doit être moulée et que la dureté doit être supérieure à 8 en dureté Vickers, et que la partie rigidité diélectrique ou tension de claquage doit être supérieure, d'après ces calculs électriques, à 10 MV par mètre. Voilà, donc je vous laisse appuyer sur le bouton pause, réfléchir un petit peu à ce mini cahier des charges qui vous est donné ici, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses implicites qui peuvent apparaître, et on se retrouve après pour la correction. Donc commençons par la traduction. Donc les fonctions ici vont de façon assez simple être un petit peu comme le boîtier de CD, contenir et protéger cette fois-ci un circuit électrique. Et par contre, il y a une fonction qui va être importante quand même, vu qu'on est sur un circuit électrique, il faut penser à protéger l'utilisateur. Donc ça, c'était peut-être pas si évident au départ, mais il faut penser quand même à le mettre dessus. Cette fonction n'est pas à négliger. Donc ensuite, si on prend les contraintes, alors il y a des contraintes explicites, dureté supérieure à 8 en dureté Vickers, une tension de claquage ou une rigidité diélectrique supérieure à 10 MV par mètre, ça c'est bon. Et ensuite, on sait que la forme est imposée et que le client voudrait obtenir ce produit directement par moulage.
Ensuite, on est sur un circuit électrique, donc naturellement, le matériau utilisé doit être un isolant électrique. Donc ici, on a quand même une caractéristique qui nous permet de quantifier cette notion d'isolation électrique. Par contre, on peut avoir aussi des points chauds, et donc il faudrait peut-être se poser la question de l'isolation thermique. Donc il faut protéger l'utilisateur de tout ce qui est risque électrique, mais également de risque thermique. Donc ça serait bien que ce boîtier soit isolant thermique et également électrique, bien sûr. Ensuite, où pourrait se situer ce boîtier? À l'intérieur d'une maison, d'un bâtiment, ou même à l'extérieur? Donc là, on pourrait se poser la question des ambiances que pourrait subir ce boîtier. Et également, on vient de le dire, hein, il peut y avoir des points chauds, on a un circuit électrique, donc on n'est jamais à l'abri d'un court-circuit ou d'un risque de prise au feu par point chaud. Et donc, on pourrait se poser la question de l'inflammabilité du matériau à utiliser, et donc éviter que ce produit vienne s'enflammer. Donc on pourrait se poser des questions de durabilité et donc d'inflammabilité. Ensuite, en termes d'objectifs, il n'y a rien d'explicite au niveau du cahier des charges, du moins le client n'a rien explicité. Et en termes de variables libres, le matériau est complètement libre. Les procédés, on est borné dans les procédés de moulage, donc on a quand même un choix au niveau moulage. Par contre, en termes de forme, on a dit tout à l'heure que la forme était imposée, donc elle n'apparaît plus dans les variables libres. Donc passons maintenant à l'étape de sélection. Première chose, on va travailler par exemple sur les limites ici. Donc d'un point de vue propriété méca, on a parlé de la dureté Vickers supérieure à 8. On est parti sur des propriétés électriques. Allez, pour le fun, on va rajouter qu'on veut un bon isolant, même si c'est vraiment très redondant ici. Et on veut du 10 millions de volts par mètre, donc ici 10 puisqu'on est sur du million de volts par mètre ici, donc du 10. Et en propriété thermique, on a dit qu'on voulait un matériau qui soit isolant d'un point de vue thermique. Alors on se posait également la question de la durabilité et puis de la tenue à l'inflammabilité. Donc allez, on va passer par un graphique pour changer. Donc on va prendre ici tout ce qui est environnement construit et on va regarder la tenue aux UV et on va regarder également la partie donc inflammabilité et on va regarder la propriété associée. Donc si on veut des matériaux qui soient auto-extinguibles ou ininflammables, on a les deux colonnes qui sont ici. Là, dans la base de données, on n'en a aucun qui sont ininflammables. Donc, au mieux, on est sur les trois qui sont ici d'un point de vue auto-extinguible. Donc, on a dit qu'on n'allait pas chercher des brûles lentement. Ce n'était pas l'objectif ici. Et on regarde la tenue aux UV, on regarde que dans cette case-là, les trois qui sont proposés ici ont une bonne tenue aux UV. Donc on n'a pas d'excellent, mais on est bon. Donc ce qui est déjà pas mal. Donc on va venir ici sélectionner la case qui est à ce niveau-là pour ne sélectionner que les trois qui ont passé le critère ici. Donc on voit apparaître du polychlorure de vinyle, donc du PVC, de la résine phénolique, donc ça c'est du thermoplastique et ça c'est un thermodur. Et en dessous, on a du PIC qui est un thermoplastique. Donc là, je vais juste reprendre ce que je viens de dire à l'instant. Thermoplastique, thermodur, thermoplastique, thermodur. Thermodurcissable. Si on se souvient un peu de ce qu'on a pu voir dans les cours, c'est des matériaux fragiles. On parle de boîtiers qui doivent contenir et protéger. Ça nous fait penser aux boîtiers de scellé, donc à la ténacité. Et qui dit matériau thermodur dit matériau absolument pas tenace. Donc ce matériau, moi, me fait un petit peu peur à ce niveau-là, donc il respecte quand même tout ce qu'on a dit à côté. La ténacité faisait pas partie du cahier des charges. Par contre, il me fait un petit peu peur à ce niveau-là. Donc il nous manquerait quand même, je reprendrai ici la discussion sur la ténacité, les procédés. Donc on est sur, il nous reste que des plastiques et des thermodurs. Donc on va prendre le moulage ici à ce niveau-là. On va imposer, bien sûr, il ne se passe plus rien. Donc là, mettre l'arborescence à ce niveau-là n'apporte pas grand-chose. Donc je reprends ma petite discussion ici. Thermodur, pas tenace, PVC, tenace. Donc on va quand même regarder cette notion de ténacité. Ça me perturbe un petit peu quand même quelque part ici. Donc on va reprendre la ténacité. Donc là c'est de la discussion que je suis en train de faire. Donc on va au-delà du cahier des charges. On a des résultats et on veut en discuter. Puis on va remettre, tiens, allez, pourquoi pas ici, l'inflammabilité. Voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, je reprends les matériaux. On va lever ceux qui ne passent pas les critères. On va faire un petit zoom ici. On va même carrément, regarder que ceux qui sont à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ces matériaux qui sont auto-extinguibles, la phénolique, bien sûr, a une ténacité vraiment très très basse. Et si je prends les deux matériaux qui sont ici, PIC et polychlorure de vinyle, on a deux matériaux avec des ténacités qui peuvent être plus ou moins importantes. Je vais reprendre ici le PIC.
et on va l'afficher à ce niveau-là. Donc j'ai un matériau qui peut monter pour le PVC jusqu'à à peu près 5 mégapascales, mètre et demi, et le pic a une ténacité légèrement inférieure, mais ils sont quand même largement meilleurs que la phénolique. Donc bien sûr, ce critère de ténacité n'était pas explicite, ou on n'en avait même pas parlé tout à l'heure dans la correction. Par contre, vu les résultats, on est capable de discuter autour de ça, et se souvenir qu'un thermodure, c'est quand même fragile, et donc pour protéger un circuit électrique, c'est pas fatalement l'idéal. Donc on peut se poser la question du PVC ici et du pic qui reste au niveau des résultats, et je viendrai ici supprimer la phénolique pour un problème de ténacité, donc je ne considère que ces deux-là, et maintenant la question se pose du choix entre les deux. Donc si on prend la ténacité, le pic est quand même pas mal, le PVC peut être meilleur, hein, donc on voit que le PVC dépasse le pic à ce niveau-là sur les bornes hautes des grades. Maintenant on peut peut-être se poser la question du coût, hein, on peut regarder ça. Donc je vais changer ici l'axe et je vais le transformer en coût. On a vu que la forme était imposée, donc on va repartir sur un coût volumique. Donc ça, on l'a déjà fait. Hop, je vais me remettre ici. Prix fois masse volumique. Voilà. Au niveau du phénolique, hein, ici, on va le retirer. Donc je vais mettre là, comme ça, histoire de le supprimer. Et naturellement, si on regarde les propriétés en termes de prix volumique, il n'y a pas photo entre le PVC et le pic, il y a un rapport de plus de 100. Donc si on veut un matériau qui réponde à la traduction du cahier des charges qu'on a vu préalablement, qui ait quand même une bonne tenue mécanique en termes de ténacité, et qui derrière a un coût bas, alors bien sûr c'était pas au cahier des charges, mais ça va nous permettre de discuter avec le client, le PVC devient un matériau très intéressant qui correspond à tout le cahier des charges et en plus à cette discussion de tenue mécanique et de coût. Passons maintenant au troisième exercice. Donc là on cherche un matériau pour un ressort qui serait utilisé en milieu marin, donc c'est-à-dire dans la mer ici, de façon explicite. Alors je vous ai mis quelques photos de ressorts, histoire que vous voyez qu'il existe par exemple des ressorts en composite, hein, c'est pas fatalement le genre de choses qu'on a en tête. Donc on a des ressorts soit sous forme de plaques, hein, ça existe, ou naturellement sous forme de spires. On a classiquement des spires métalliques, mais on peut avoir aussi des spires composites. Et la discussion avec le client précise qu'on a besoin d'une ténacité supérieure à 15 mégapascales mètre et demi, et que pour ces ressorts, on cherche ici à maximiser l'énergie élastique stockée, donc qui sera restituée par le ressort. Donc appuyez sur le bouton pause, raisonnez autour de ces quelques éléments et voir s'il y a des choses qui peuvent apparaître d'un point de vue implicite, et puis faites la démarche de traduction, d'optimisation si besoin. Et on se retrouve après pour la correction. Alors passons à la correction. La fonction est assez immédiate ici. Un ressort, bien sûr, ça cherche à restituer de l'énergie élastique, donc on va stocker l'énergie pour la restituer. Donc ça, c'était assez simple. En termes de contraintes, on va reprendre les contraintes du cahier des charges, qui est explicite, ténacité supérieure à 15 mégapascales mètre et demi. Ensuite, on parle de durabilité en milieu marin, hein, donc on doit tenir un contact avec l'eau et voire même sous l'eau. Et ensuite, on nous précise que l'on désire maximiser l'énergie élastique, et ça, c'est bien un objectif. Donc dans les objectifs, on cherche à maximiser cette énergie que l'on veut restituer. Donc là, on est vraiment sur une maximisation, hein, d'un terme mécanique. Donc, assez simple. En termes de variables libres, maintenant, on a le matériau. La forme, on peut se poser la question, ça j'avais juste illustré, hein, mais est-ce qu'on va garder la forme spire ou autre chose? Donc ça, nous, on n'ira pas le discuter ici. Et le procédé n'est pas imposé par le cahier des charges, il reste libre également. Alors, je vois qu'on me parle de ténacité, on me parle de maximisation de l'énergie élastique. Donc ici, est-ce que je peux dégager un indice de performance? Ici, c'est immédiat entre guillemets. L'objectif nous demande de maximiser l'énergie élastique. Donc on va devoir se poser la question de comment je peux optimiser d'un point de vue maximal cette énergie élastique. Et déjà, qu'est-ce que c'est que l'énergie élastique? Donc là, on fait appel à ses souvenirs ou au cours de sciences des matériaux. Et on sait que l'énergie élastique, c'est 1/2 de sigma E carré sur E. Donc limite élastique au carré divisé par E fois un facteur 1,5. Et quand on a parlé dans le cours de sélection des matériaux de la démarche justement des indices de performance, on laisse tomber le facteur 1,5 puisque c'est une constante et on se concentre simplement sur sigma E carré sur E. Donc ici, l'indice de performance qu'on va utiliser, qu'on va appeler G, sera sigma E carré sur E qu'on va chercher à maximiser.
Je vais utiliser le logarithme pour cet indice de performance. Donc si je fais log de G, bah, c'est égal à 2 fois log de sigma E moins log de E. Donc log de sigma E vaut 0,5 log de E plus 0,5 log de G. Conclusion, quand je vais utiliser une droite de sélection, par exemple dans un espace sigma E et E en log, j'aurai une pente de 0,5. Ici, j'ai log de G qui doit être maximal puisque G doit être maximisé. Donc je chercherai les candidats qui sont supérieurs sur ces droites de sélection de pente 0,5. Donc on va directement utiliser les limites dans un premier temps pour aller assez vite. Ténacité supérieure à 15, je reviens là, on n'a rien de particulier d'un point de vue mécanique, on parle de durabilité. Donc là on va regarder tout ce qui est tenu à l'eau et aux solutions aqueuses. On veut de l'eau salée, on va donc demander à ce que ce soit excellent. Donc première chose, je vais appliquer ceci. Et ensuite on va me demander de maximiser l'énergie élastique. Et donc je vais reprendre à ce niveau-là la partie pente de sélection. Donc on veut du 0,5 sur la pente et on va être maximisant, donc on va monter dans un espace qui exprime le log de la limite d'élasticité en fonction du log de E. Donc je vais créer directement un graphique limite d'élasticité à ce niveau-là en fonction du module de Young. Voilà. Et je vais donc supprimer ce qui n'a pas passé le premier critère. On va faire un petit zoom et je vais positionner cette fois-ci une droite de pente 0,5. Je vais valider donc au-dessus de cette droite et je vais comme ça pouvoir venir sélectionner parmi ces candidats. Donc là, les plus bas sont les plus mauvais d'un point de vue optimisation. Et au fur et à mesure que je vais monter, je vais voir apparaître des matériaux qui sont quasiment sur des iso-valeurs ici. Donc là, ici, ces matériaux qui sont le summum du summum me proposent bien sûr le meilleur compromis entre limite d'élasticité et module Young, donc un maximum d'énergie élastique qui peut être stockée. Et donc il me reste ici, si je veux vraiment être violent, c'est-à-dire prendre les trois meilleurs ici, donc je vais zapper ici, quoique, non on va descendre, on va prendre celui-là aussi, histoire qu'on ait quand même les aciers inox. Ça peut être sympa quand même. Donc voilà, je vais prendre les 4 qui sont ici et je vais donc maintenant discuter sur ces 4 résultats. Donc je vois qu'il me reste de l'acier inox, des alliages de titane. Ensuite, j'ai des composites renforcés à base de carbone et j'ai des super alliages à base de nickel. Alors, déjà, dès que je commence à prononcer le mot titane, super alliage à base de nickel, alors pour ceux qui sont dans l'aéronautique, ça parle, bien sûr, les composites renforcés à fibre de carbone également, et les aciers inox aussi. Donc, c'est quand même des matériaux qui sont très intéressants d'un point de vue propriété méca. Et après, si on raisonne niveau prix, bon, les aciers inox sont quand même très accessibles et tous ceux qui sont ici, notamment dès qu'on va passer sur les super alliages à base de nickel, ça a commencé à coûter très cher et je ne parle pas du titane non plus. Donc ça c'est quand on connaît les matériaux, alors c'est vrai qu'on n'a pas fatalement cette habitude là, mais dans ce cas là il faut peut-être quand même discuter de cette notion de prix, puisqu'on a quand même 4 matériaux qui sont allés dans un mouchoir de poche, alors je ne parle pas celui-ci puisqu'il est quand même en bas, mais bon, oui, là, allez, on va dire qu'il passe le critère, mais les 3 qui sont ici sont largement au-dessus tout de même. Donc on va regarder au niveau du prix. Allez, on va faire un graphique. Donc on va mettre en ordonnée le prix volumique. Allez, zoom. Prix fois masse volumique. Donc histoire de raisonner à volume constant. Donc histoire de comparer les matériaux dans un volume constant. Et en abscisse, bah, allez, tiens, on va aller imposer une arborescence matériaux. Donc on va avoir ici des aciers inox. Hop, comme ça on va trier dans les matériaux, ça peut être rigolo. Alliage ici de titane, donc on va descendre à ce niveau-là. Titane, merci. Voilà, ensuite on a des composites et des super alliages à base de nickel, donc on va prendre les nickels ici, et on va prendre les composites, donc on va refermer ici l'espace des métaux, on va se mettre dans les hybrides, et on va chercher les composites ici au niveau carbone. Voilà. Et voilà. Donc, ici j'ai juste classé avec ce que j'ai lu à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on voit? L'évolution par matériau du prix volumique, sachant qu'on avait dit qu'on était sur des matériaux très proches, celui-ci un petit peu bas. Donc on voit que l'acier inox est le plus abordable, le titane et le nickel commencent à faire vraiment très très mal d'un point de vue prix, et le composite à fibre de carbone qui reste quand même élevé, mais bon, on n'est quand même pas très 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 éloigné de l'acier inox dans la partie haute.
mais on reste quand même élevé. Maintenant, on va quand même se poser la question en termes de résultat d'énergie. Donc on va zapper l'inox en considérant qu'il est mini, mais on voit quand même que c'est le moins cher. Et parmi les meilleurs ici, ben, le moins cher resterait quand même, à ce niveau-là, le composite à fibre de carbone. Donc là, il va falloir discuter avec le client en disant voilà, j'ai un matériau qui est vraiment très très bon ici à fibre de carbone, donc un composite à fibre de carbone. Et ici, j'ai un concurrent qui est bon, mais qui est quand même un peu moins bon en termes d'optimum, mais qui est très accessible. Et puis deux matériaux qui sont vraiment très bons aussi par rapport à ce composite, mais par contre extrêmement cher. Donc là, bah, je ne vais pas trancher, même si mon cœur irait plutôt par ici, entre guillemets, en termes de choix, mais avec le client, on pourrait discuter des deux quand même. Donc là, je finaliserai pas un choix strict, j'irai quand même discuter en termes de coût entre l'acier inox et le composite à fibre de carbone. Alors ici, on va regarder le dernier exercice de cette vidéo. Donc on cherche à trouver des matériaux pour couvrir un bâtiment. Et après discussion avec le client, donc on détermine qu'il est intéressé par ce matériau sous forme de feuille, qui cherche des matériaux avec une résistance à la traction supérieure à 50 mégapascales, une ductilité supérieure à 2% pour cette mise en forme au niveau des feuilles, et une excellente tenue aux diverses ambiances extérieures donc qu'on pourrait avoir quand on couvre un bâtiment. Et il cherche également à minimiser le coût de ce matériau et également avec un désir de minimiser l'impact environnemental, donc se tourner un petit peu vers le développement durable ici, et donc faire de l'éco-conception. Appuyez sur le petit bouton de pause de votre vidéo, essayez de raisonner autour de la traduction, peut-être des optimisations et des choix potentiels, et donc de la démarche que l'on pourra mettre en place. Allez, à tout de suite. Alors ce dernier cahier des charges est assez simple, donc la fonction couvrir un bâtiment. En termes de contraintes, la forme en feuille, là on partira sur une limite d'élasticité supérieure à 50 mégapascales, une ductilité supérieure à 2%, et sur l'aspect durabilité, au niveau couverture d'un toit, bah, on doit tenir l'ensoleillement, donc déjà une tenue aux UV, et après, bah, il peut pleuvoir, donc une tenue à l'eau douce plutôt ici, et les différentes ambiances qu'on peut retrouver à l'extérieur et les différents milieux associés. Ensuite, en termes d'objectifs, on nous demande de minimiser le coût et l'impact environnemental, et donc en termes de variables libres, bah, il reste le matériau, la forme n'apparaît pas dans le cahier des charges, donc resterait libre d'un point de vue conceptuel, et le procédé également. Donc nous, on va s'intéresser sur la partie matériaux, bien sûr, il faudrait traiter ça avec le client par la suite. Alors, est-ce qu'on peut exprimer un indice de performance ici, ou plusieurs indices de performance? On cherche à maximiser sigma E, et on cherche à minimiser le coût et l'impact environnemental. Donc je pourrais créer des indices de maximisation, comme étant sigma E que divise par exemple le coût, et sigma E que divise ici un indicateur environnemental. Et comme on l'a vu dans les vidéos de cours associées à la sélection des matériaux et des procédés, pour créer ici cet indice, on pourrait utiliser par exemple G comme étant la limite d'élasticité divisé par ρ pour avoir l'aspect volumique, fois l'indicateur, indicateur de coût ici, ou l'indicateur environnemental qu'on a envie de choisir, par exemple dégazement de CO2 ou énergie grise embarquée. Donc appliquons ce qu'on vient de dire directement sur l'outil ici de sélection. Donc on va directement passer par les limites. Donc la limite d'élasticité, minimum à 50 mégapascales et qu'on cherche à maximiser. Ensuite, on a un allongement, donc ici une ductilité de l'ordre de 2%. Donc ça, c'est direct en termes d'application. Ensuite, on veut que le matériau soit mis sous forme de feuille. Donc là, ça nous induit une arborescence procédée. Donc, parce que derrière, automatiquement, on va devoir restreindre les procédés dans la mise en forme des feuilles, donc à ce niveau-là. Donc si je regarde la déformation et ici, déformation des feuilles, donc ça nous permet de restreindre ici les potentiels grâce à cette partie forme. Donc je reviens ici, donc on a répondu à ceci, ceci, ceci. Ensuite on va appliquer la durabilité, donc ça je vais revenir dans le premier cahier des charges qui était ici, donc je vais descendre. Partie eau, donc qu'est-ce qu'on a dit? La pluie, donc eau douce. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Environnement construit extérieur, donc on veut que ça tienne les UV, donc on va mettre une très très bonne tenue sur l'ensemble des atmosphères potentielles et de la tenue aux UV. Voilà, comme ça nous permet de répondre à la deuxième partie. Donc on est ici bon, donc je réapplique à ce niveau-là. Bien sûr, ça rajoute des contraintes complémentaires. Donc on a
quand même beaucoup moins de candidats grâce à ça. Maintenant, on doit optimiser nos choix et voir un petit peu ce que ça induit d'un point de vue coût et impact environnemental. Et on avait dit qu'il fallait choisir un indicateur au niveau environnemental. Alors pour ça, on va faire un petit graphique, histoire d'expliquer un petit peu les choses. Et je vais regarder donc tout ce qui est production de matériaux primaires. Je vais prendre ici par exemple la production liée au CO2. Donc je vais refaire la même chose ici, production primaire. Et je vais regarder la quantité d'énergie produite sur les matériaux. Et si on regarde les résultats, donc là bien sûr ça a été filtré par rapport aux étapes d'avant, hein, mais on voit que la correspondance entre énergie donc produite par kilo de matière produite et la quantité de CO2 en kilos produit par kilo de matière produite, bah, la relation est quasi linéaire pour tout le monde. Ça veut donc dire qu'en fin de compte, il y a un lien direct entre ces deux. Et donc, si on parle du dégazement de CO2, bon, on parle également de la quantité d'énergie qui va être embarquée au sein du matériau. Donc, soit on choisit l'un, soit on choisit l'autre, puisque de toute façon, ils sont liés par cette relation linéaire entre deux. Donc, on pourrait dire par exemple qu'on part sur l'empreinte CO2, et on a dit, donc si je reviens ici, qu'on allait regarder un indice de performance, limite d'élasticité, divisé par ρ fois l'indicateur, donc en coût, et pour l'impact environnemental, et là on va prendre le CO2 à titre d'exemple. Donc, allons-y pour le premier graphique. Donc on va mettre ici, en propriété mécanique, on a dit la limite élastique, et en abscisse, on va mettre en premier donc la partie, on a dit prix volumique. Bon, ça on l'a déjà fait X fois, donc il n'y a pas de souci, c'est assez simple. Voilà. Et on va faire un deuxième graphique où on va mettre de nouveau la limite d'élasticité. Voilà. Et on va mettre cette fois-ci l'indice associé au CO2. Donc on va prendre la masse volumique fois l'indicateur de CO2 cette fois-ci. Donc on va prendre la production primaire et on va mettre l'empreinte CO2. Voilà, donc je vais me positionner sur le premier pour avoir une discussion d'abord sur la partie prix. Voilà, on va enlever ce qui ne passe pas et on va faire un joli petit zoom. Donc comme on est, je vais revenir ici sur du sigma E sur ρ fois l'indicateur, on est directement sur une pente de 1. Et si je cherche à maximiser ce qui est ici, je vais prendre une pente de 1 avec une croissance dans ma sélection. Donc je reviens ici, je vais imposer une pente de 1 avec une croissance dans ma sélection, et je vais donc prendre ici, je vais pouvoir me balader, et je vois que très rapidement je vais aller sur la gauche là, hein, donc sélectionner, hop, on va prendre ceux qui sont ici, et il va me rester certains matériaux à ce niveau là, on voit qu'il y a beaucoup d'aluminium qui ressortent, un acier inox, et ici une matrice, donc hop, on va l'ouvrir histoire que vous le voyez un tout petit peu mieux, matrice d'aluminium renforcée par du carbure de silicium, donc là on est sur un composite métallique, donc à base métallique, et de la fibre de type céramique. Alors passons maintenant sur le deuxième graphique, donc là bien sûr on a fait un choix a priori hein, sur la partie prix volumique, donc je vais faire de la même façon, je vais positionner ici une droite de pente 1, et je vois que si je prends à chercher ici les optimums, je vais monter, allez je vais quand même essayer de récupérer celui-là, on va être un petit peu plus strict, on va monter ici, voilà, et donc là on commence à isoler d'un point de vue impact environnemental, 3 matériaux parmi ceux qui étaient précisés préalablement, et resteraient les aciers inox et quelques alliages d'aluminium particuliers ici. Donc ça c'est une première démarche, on aurait pu le faire autrement, donc je vais donc ici enlever les droites de sélection pour revenir en arrière, donc voilà, histoire de ne pas être embêté. Je vais créer un graphique où je vais confronter, puisqu'en fin de compte j'ai regardé limite d'élasticité sur coût volumique et limite d'élasticité sur indicateur environnemental volumique. Bon, en fin de compte j'ai toujours la limite d'élasticité qui est là, donc autant comparer les deux indicateurs en coût et en impact. Donc je vais mettre ici directement le coût, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Hop, donc là je relie les deux indicateurs, donc je fais ça ici, et bien sûr sur la partie qui est ici, je vais regarder l'impact environnemental, donc la masse volumique, fois la partie CO2. Et là, je vais enlever les résidus et je vois que si je cherche à optimiser le prix volumique et l'impact volumique d'un point de vue empreinte CO2, les meilleurs candidats sont tout en bas à gauche. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide, je prends ceux qui sont là, et il ne restera que les alliages d'aluminium, à voir ensuite à trier parmi les 3 qui restent là. Donc il faudrait continuer la discussion. On pourrait voir par exemple ici, allez, en dessinant
la surface des minima, hein, qu'on appelle le front de Pareto. Allez, je vais me mettre là histoire de le dessiner à peu près proprement. Voilà, donc c'est la surface qui nous sépare comme ça les réponses minimales. Donc je prends ce matériau qui est situé au milieu des deux autres. Donc celui-ci propose un prix volumique plus élevé avec un impact environnemental le plus bas, et celui qui est ici va nous proposer l'inverse, un impact environnemental plus élevé mais pour un coût plus petit. Donc celui-là est bien au milieu et pourrait être peut-être le meilleur compromis entre les trois. Donc, moi j'irais plutôt vers celui-ci. Sinon, si on a encore un doute, il faudrait entamer une discussion sur ces trois matériaux, voir s'il n'y a pas d'autres critères qui peuvent rentrer en jeu pour finaliser l'étude. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour ces exercices de démarche de sélection sur les matériaux. J'espère avoir été suffisamment clair. Je reste à votre disposition s'il y a des questions, et sinon, on se retrouve à la prochaine vidéo.